Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'Humanité pour ce 4e numéro. J'ai le plaisir de recevoir Belinda Cannon, qui est romancière et essayiste. Vous êtes l'auteur notamment de l'écriture du désir, du sentiment d'imposture ou de la tentation de Pénélope. La liste n'est pas exhaustive. Parmi vos romans, on peut citer L'Endelta, Entre les bruits ou L'homme qui jeûne. Et avec vous aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'amour. Le programme est vaste à l'occasion de la parution chez Stock de votre dernier essai qui s'appelle « Le nouveau nom de l'amour ». Mais d'abord, j'ai une question rituelle, celle que je pose à chacun de mes invités en début d'émission. Chère Belinda Cannon, comment ça va la société en 2020, ce gros animal, comme se plaisait à la railler Nietzsche? Ça ne va pas très bien, vous savez. Vous avez peut-être remarqué, oui. Ça ne va pas très bien pour diverses raisons. Des raisons, disons, politiques générales, des raisons de Covid et des raisons d'idéologie qui sont en train de se diffuser à grande allure dans la société, qui sont très inquiétantes. Et la romancière que vous êtes est très attentive à ces mouvements ? Très. Parce que la romancière que je suis... Ou l'essayiste d'ailleurs. Oui, l'écrivain que je suis ne se conçoit pas, enfin vit en lien avec la société. C'est-à-dire que je ne suis pas moi-même, je suis moi-même liée aux autres, en relation avec les autres. Et donc forcément, tout cela m'affecte beaucoup et nourrit évidemment mes livres, mais parce qu'aussi il y a des urgences, des questions à répondre avec urgence. Bon, alors, comme je l'ai dit, nous allons parler d'amour. Nous allons parler d'amour et nous allons parler du désir. Vous partez, dans ce livre dont je rappelle le titre, Le nouveau nom de l'amour, vous partez d'un constat, vous dites, bon, le couple est en crise, le couple vit une crise, et nous sommes devenus, écrivez-vous, des polygames lents. Nous allons y revenir. Et vous liez d'emblée, ce qui m'a paru curieux et fort intéressant, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai invité, vous liez d'emblée amour et désir au point de forger un concept, précisément celui d'amour-désir. Et je vais, de ce point de vue, commencer par vous lire ce qui va, je pense, éclaircir pour nos auditeurs la situation. Je qualifie, dites-vous, de phase de transition, un moment où les conduites, comment on agit, et les représentations, comment on se figure les choses, ne coïncident plus. Ainsi, défaisons-nous nos couples tout en rêvant d'amour éternel. La phase que nous traversons, c'est-à-dire la phase de crise du couple, préfigure selon moi une nouvelle époque dans la conception du lien amoureux. Je le nommerai du nouveau nom d'amour-désir, exaltation de toutes les dimensions de l'être, charnel, intellectuelle et sentimentale. Cette nouvelle forme de l'amour, qui accorde une place privilégiée au déploiement charnel, se vit déjà, mais n'est pas encore pensée, car pour ce faire, il faudrait cesser de minimiser l'importance du désir. Or, ce que j'observe dans la société, c'est que, me semble-t-il, le désir est annoncé dans les pages des magazines, on voit beaucoup de femmes dénudées, enfin, on fait beaucoup appel au désir, les mots comme désir, etc., les mots liés à la sexualité sont ceux qui sont plus recherchés sur Internet, donc le désir, il est tout de même présent, non ? Alors, d'abord, si vous permettez, je n'ai jamais employé l'expression « couple en crise ». Et je tiens beaucoup à ne pas l'employer, parce que je ne pense pas que ce soit une crise, mais comme vous l'avez dit, c'est une phase de transition. Alors, les phases de transition, ça ressemble toujours à des crises, bien sûr. Mais en réalité, la phase de transition, ça consiste, comme vous l'avez rappelé, ça consiste à ce que les pratiques et les représentations ne soient pas accordées. Donc, on a l'impression d'une crise parce qu'on pense l'amour d'une certaine façon et on le vit d'une autre. Alors comment le vit-on ? En effet, on le vit dans cette espèce de renouvellement des couples. Et là, ça n'est pas, je ne fais pas de militantisme. Je veux dire, j'observe la société. Il y a autant de mariages que de divorces, de plus en plus de séparations, enfin autant de séparations que d'unions. Donc, si vous voulez, il y a un fait qui ne relève pas de ce que je peux en penser et qui est cette fréquence, ce renouvellement des couples, d'une part. D'autre part,
D'abord, le désir dont vous parlez, c'est un désir que j'appellerais consumériste, qui est proposé en effet constamment à l'attention de tout un chacun. Ça n'est pas de ça dont je parle. Non. Le désir dont je parle, pour ça, j'insiste. Parfois je l'appelle grand désir pour essayer de le distinguer justement de ces pratiques consuméristes et qui ne sont pas du tout mon sujet. Le grand désir dont je parle est un désir qui est entièrement mêlé, traversé par l'amour, qui est mêlé à l'amour, qui est tout un avec l'amour en réalité. Et je suis obligée de distinguer amour et désir parce que traditionnellement dans la société on a toujours distingué, on a toujours exclu au fond le désir de l'amour. Je le remets à l'intérieur de l'amour, je dis ça fait tout un, le désir, l'amour, et puis le partage sensible, intellectuel. Enfin, voilà, j'essaye de réunifier ce qui a si longtemps été séparé dans notre société. Voilà, alors on va y revenir, puisque dans votre livre, tout à la fois, vous faites l'histoire du mariage, enfin du couple, mais du mariage en particulier, et également vous passez à travers les textes, c'est-à-dire les textes d'écrivains, qu'il s'agisse de Stendhal, de Rousseau avec sa Nouvelle Héloïse, de Tristan et Isolde, de Montaigne. Vous citez même, et on va en parler, un texte de Bloom. Le mariage, dites-vous, vous l'associez à la permanence et à l'exclusivité, enfin vous l'associez, pas vous, mais dans l'histoire il est associé à la permanence et à l'exclusivité, c'est-à-dire à la fidélité, et vous dites, mais ça ne va pas de soi. En 1772, dans son supplément au voyage de Bougainville, Diderot donne la parole à un Tahitien, et je voudrais citer ce passage parce qu'il est très éclairant. Il suppose, alors il parle des êtres humains, qu'un être sentant, pensant et libre peut être la propriété d'un être semblable à lui. Sur quoi ce droit serait-il fondé ? Ne vois-tu pas qu'on a confondu dans ton pays, dit le Tahitien, la chose qui n'a ni sensibilité, ni pensée, ni désir, ni volonté, avec la chose qui ne s'échange point, qui ne s'acquiert point, qui a liberté, volonté, désir. Rien en effet. Te paraît-il plus insensé qu'un précepte qui proscrit le changement qui est en nous, qui commande une constance qui n'y est peut-être, qu'un serment d'immutabilité de deux êtres de chair à la face d'un ciel qui n'est pas un instant le même. Et là, il pose la question, ce qui me fait penser à cette phrase célèbre de Casanova, le tyran de notre esprit, c'est la nouveauté. Donc oui. Là, au départ, l'exclusivité, la fidélité est consubstantielle à l'union, au mariage. C'est ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je suis repassée dans cet essai par l'histoire du mariage. Voilà. Je suis repassée par l'histoire du mariage parce que c'est ainsi qu'en Occident, nous avons conçu le couple. Comme un mariage, contrairement aux Tahitiens, en tout cas ce qu'évoque le texte de Diderot, qui ont une vie beaucoup plus libre, disons. Nous avons conçu le mariage chrétien, donc je suis repartie de là, je suis allée relire le mariage chrétien, oui. Comment il a été conçu, élaboré, en voulant insister d'abord sur le fait que ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que c'est vraiment une construction. Qu'est-ce qui ne va pas de soi ? Non, il faut 12 siècles pour mettre au point la doctrine du mariage chrétien. Et ça n'a pas été donné d'emblée. Donc des clercs, des hommes d'église ont pensé, ont réfléchi constamment à quoi devait ressembler ce mariage chrétien. Et notamment, alors évidemment c'est une affaire très complexe que les historiens ont beaucoup exploré, mais notamment ils ont inventé quelque chose qui est absolument capital pour comprendre encore aujourd'hui. Ils ont inventé l'indissolubilité du mariage. Voilà, ça alors là, on va en parler parce que d'une certaine manière, on peut se poser la question de savoir d'où vient l'invention de l'indissolubilité du mariage, dont vous analysez l'origine dans un chapitre captivant, d'ailleurs, qui est intitulé « L'invention de l'indissolubilité ». Vous donnez même, si je ne m'abuse, une définition de l'encyclopédie du mot « indissolubilité » qui fait immédiatement référence au mariage. Oui, et qui le moque un peu. Qui moque cette contrainte de l'indissolubilité, comme Diderot le faisait. Cette contrainte de la fidélité ou de l'indissolubilité, alors que ça n'est pas dans la nature humaine. Donc, en tout cas, on invente ce mariage. Le mariage chrétien invente cette idée de l'indissolubilité. Pourquoi il le fait ? Pour diverses raisons, mais probablement parce que je vous rappelle que le mariage a été conçu pour deux raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour. Ça aussi, il faut s'en souvenir, qui sont la transmission du patrimoine et la légitimité de la filiation.
si jamais le couple était libre, si jamais le couple pouvait se recomposer régulièrement, au gré de ses désirs. Au gré de ses désirs, eh bien évidemment, on ne saurait plus de qui sont les enfants. On sait toujours de quelle mère sont les enfants, comme disait le droit romain. La mère est certaine, mais le père ne l'est pas. Donc le mariage, je crois, le mariage indissoluble, c'est d'abord se garantir la filiation. Donc on invente ce mariage indissoluble, on sait de qui les enfants, qui sont les pères des enfants. Donc ça, c'est une invention, si vous voulez, qu'on a construite pendant 12 siècles. Et ce qui est intéressant pour aujourd'hui, c'est que c'est encore actif. C'est-à-dire cette idée du mariage pour toujours, elle nous vient de très loin. Elle nous vient au moins de ce mariage chrétien. Oui. Alors, vous écrivez, ce qui paraît tout à fait original, l'amour conjugal, c'est-à-dire l'amour conjugal chrétien, disons-le, est produit par le mariage et non l'inverse. Oui. L'amour conjugal, et il s'agit d'insister sur ce mot, l'amour conjugal est par conséquent une production du mariage. Il est produit, il est induit par le mariage. Qu'en est-il dans une société laïque? Et là, précisément, je vous recite parce que c'est absolument captivant, vous écrivez « Cette insistance chrétienne sur l'amour sera probablement à l'origine de la primauté accordée plus tard au sentiment par la société laïque ». Alors là, j'aimerais vous entendre sur cette question. Oui, d'abord, il y a quelque chose d'absolument étonnant que j'ai moi-même découvert en travaillant. Il y a le fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous pensons que le mariage est une affaire d'amour. Oui. C'est une invention du 19e siècle. Du 19e, oui. Avant le 19e siècle, le mariage n'est pas une affaire d'amour. Comme je vous le disais, c'est une affaire de transmission de patrimoine et de filiation. Oui. Et donc, au 19e, on y reviendra sans doute, le 19e, la fin du 18e invente l'idée du mariage d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est le mariage d'amour? De quoi je veux parler? Je parle cette fois de l'amour électif. L'amour qui fait que je regarde un homme ou une femme et que tout à coup, je tombe amoureux, je le choisis. Allez savoir pourquoi, c'est très mystérieux, les chemins de l'amour en nous. Mais tout à coup, c'est lui. Si vous me permettez, je l'appelle amour électif. Oui. Celui qui nous fait élire quelqu'un dans la foule de nos semblables. Et là, pardon, mais là, vous n'y mettez pas de désir, si j'ose dire. On verra, si vous voulez bien, on attend. Donc, oui, mais je suis très impatient, mais je veux savoir comment ça va. Nous y viendrons. Mais donc, cet amour électif qui nous semble à la racine du mariage, en réalité, c'est une invention du 19e. Avant, ça se passe comment? Avant, on se marie, donc pour des questions de transmission, enfant ou patrimoine, on se marie et la règle ou la doctrine chrétienne dit que de cet amour, de ce mariage, résulte l'amour. Mais quel amour? Cet amour qu'on appelle l'amour de charité dans la doctrine chrétienne, celui qui nous fait vouloir le bien de l'autre. Oui. On le regarde avec bienveillance, avec estime, on lui porte secours, etc. Donc ça n'a pas de rapport avec l'amour électif, qui pouvait arriver probablement, à force de fréquenter quelqu'un, on peut l'aimer après tout. Mais vous voyez que cet amour de charité n'a pas de rapport avec l'amour électif. Donc, cela étant, comme la doctrine chrétienne a beaucoup insisté sur l'amour de charité dans le mariage, il est très probable en effet que nous ayons fini, que la société ait fini par associer l'idée d'amour et l'idée de mariage, et qu'on en soit venu dans des sociétés laïcisées à l'inclure, si vous voulez, dans le mariage, tout naturellement, mais avec cette modification de l'amour de charité vers l'amour électif. Mais si je vous entends bien, une question me vient comme ça. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans le mariage d'amour uniquement, à quoi bon se marier? Ah, mais ça, c'est une grande question. C'est une grande question, puisque... C'est une grande question mystérieuse. Puisque le mariage, dès lors qu'il est d'amour, n'est plus vraiment ce qu'on a appelé mariage tout au cours de l'histoire. Il y a différentes raisons de se marier. Je vous rappelle que le mariage, d'abord, est assez mal en point. Finalement, autant de mariages que de divorces, ça dit quelque chose sur le mariage, et en tout cas sur sa continuité. Je vous signale aussi que les Pacs, qui est quand même une invention récente, une nouvelle façon de former des couples, le Pacs est en augmentation exponentielle. Il y a de plus en plus de Pacs. Donc, ça veut dire que, pourquoi se marie-t-on? On se marie de moins en moins. On fait des couples toujours, mais pas tout à fait de la même façon. On forme couple, mais effectivement, pas tout à fait de la même manière. Alors, en 1687, paraît un tableau de l'amour conjugal, alors ça c'est particulièrement intéressant, écrit par un médecin.
Pourquoi c'est intéressant? Parce que peut-être pour la première fois, et nous sommes à la fin du XVIIe siècle, il y parle sans détour du plaisir amoureux et de la sexualité féminine. Ce livre peut donc être, dites-vous, considéré comme un tournant décisif. Alors on va bientôt découvrir que le plaisir et la reproduction, puisqu'il s'agit de cela dans le mariage chrétien, n'ont rien à voir. À la fin du XIXe siècle, début de la déchristianisation et avancée de la psychiatrie vont modifier considérablement le regard sur la sexualité. Et le jeune Léon Blum va publier en 1907 un livre intitulé « Du mariage » où il plaide pour que les jeunes filles puissent avoir, rendez-vous compte, des relations préconjugales. Nous sommes en 1907. Mariage, désir et amour, voilà 3 éléments dont la condition des femmes, d'une certaine façon, va devenir partie prenante. Une femme plus libre attend qu'on considère son désir, son plaisir. On est en marche vers ce que vous allez, le concept que vous allez forger aujourd'hui, qu'est le concept d'amour-désir. On est loin de ce qu'écrivait Montaigne il y a fort longtemps sur le mariage, où là vraiment c'était une affaire, il emploie le mot d'amitié. D'amitié. Et là, sur ces avancées fondamentales, vous écrivez ceci. Vous écrivez ceci, alors il fallait bien que l'amour trouve son logis, et alors là, moi, vous me stupéfiez, ce fut l'adultère. On l'a souvent décrit comme un effet de la concupiscence, je dis ça en très, très vieux style, hein, et on en a fait une faute et le signe d'une légèreté. Mais n'est-il pas simplement, dites-vous, l'occasion ou le lieu de surgissement de l'amour électif? S'il a probablement toujours concerné les natures généreuses dont le désir plus vagabond ou curieux avait besoin de variété, il a surtout dû être le correctif des mariages arrangés ou de convenance. En réalité, il avait autant à voir avec la question de l'amour qu'avec le simple désir charnel. Oui, ça c'est vraiment... Alors l'adultère est le lieu même, dites-vous, de l'amour électif. Oui, ça c'est une chose que j'ai comprise en travaillant aussi, c'est ça qui est merveilleux, en faisant des livres on comprend des choses. C'est même le but. N'est-ce pas? C'est pour savoir ce qu'on pense et comment penser les choses. Et j'ai compris en fait que dans ce système de société dans lequel la façon donc de s'unir, le mariage, est vouée uniquement donc aux transmissions. Je pense que... Au moins jusqu'au 19e. Au moins jusqu'au 19e. Je pense que l'amour électif, celui que j'appelle amour électif, devait exister quand même. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, qu'on choisisse quelqu'un, qu'on soit ému, bouleversé, attendri, etc., par quelqu'un, a dû toujours exister. Je fais l'hypothèse vraisemblable que c'est une considération humaine générale, un goût de l'humanité, une attention d'humanité générale. Donc, où se réfugiait cet amour électif ? Et là, je crois qu'on a toujours parlé de l'adultère comme d'une faute, certes, mais aussi comme le moyen de l'expression du désir charnel. Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire, je crois que véritablement, l'adultère, c'était la rencontre qui se passait évidemment hors mariage, le mariage n'étant pas fait pour cela, la rencontre avec celui ou celle qui soudain éveillait en nous cet amour électif. Comme on ne pouvait pas le vivre dans le mariage, que le mariage n'était tout simplement pas pensé pour ça, il fallait bien que cet amour ait un lieu, un logis, comme je dis. Et ce logis, c'est l'adultère. Mais réduire l'adultère à la simple concupiscence, je pense que c'est une erreur d'interprétation. C'est pas ça qui s'est joué. Et finalement, toute la littérature de l'adultère, enfin celle qui raconte les trios amoureux, par exemple, nous dit bien autre chose. Elle nous parle bien d'amour, elle ne nous parle pas de concupiscence. Mais alors, est-ce que vous n'auriez pas tendance à avoir de l'amour partout? C'est la question que je me pose, parce que vous ne voyez jamais de désir. Vous voyez de l'amour seul, vous le décrivez très bien, mais vous ne voyez que très peu de désir seul. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'adultère pour simplement assouvir un désir, auquel cas il y aurait, dans ce cas de figure précis, absolument pas d'amour?
Absolument. Non, mais j'ai bien entendu. Mais ça, je dirais, c'est l'évidence. J'en parle pas parce que c'est évident. Nous sommes des animaux qui sommes ainsi disposés que nous avons un désir sexuel qui doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, bien entendu, les êtres humains assouvissent leur désir sexuel de diverses manières. Je dirais que j'ai rien à en dire, au fond. Hein. Ça me paraît une évidence et une banalité. Ce qui m'intéresse plus, c'est justement quand on cherche à réfléchir sur l'amour électif, qui inclut toujours le désir. Qui inclut toujours le désir. Alors, justement, comme vous parlez de l'amour électif et que vous forgez ce concept d'amour-désir, quelle est la différence entre les deux? Ne pourrait-on pas remplacer amour-désir par amour électif par amour-désir? Là, je deviens militante. Puisque j'ai essayé de faire un livre, j'ai essayé de faire un livre où je décris la situation, hein, où je ne veux pas défendre quelque chose. Pendant les 3/4 de ce livre, j'essaye de décrire des situations historiques ou contemporaines. J'ajoute que c'est très drôle parce que vous le faites souvent sous la forme d'un dialogue, puisque vous dialoguez avec l'une de vos amies qui s'appelle Gabrielle et qui est spécialiste, je crois, du roman médiéval. Du roman médiéval et qui a 2 avantages dans ce livre, c'est qu'elle est jeune, c'est une très jeune femme, et qu'elle est bisexuelle. Absolument. Donc elle incarne quelque chose de notre contemporain, notre monde contemporain, et cette espèce d'écho ou de dialogue possible avec le monde contemporain. Donc, je reviens à mon désir. Là où je me fais militante, c'est que je crois, c'est le sujet de mon travail depuis très longtemps, je crois que nous avons constamment dévalué le désir charnel. Ce qui m'intéresse en réalité à propos du désir, c'est le désir de vivre. J'ai écrit beaucoup autour du désir. Hein. Vous dites désir sexuel, désir de vivre, même combat. Hein, oui, ce que parce que je crois qu'en réalité, ce qui est fascinant, c'est le désir de vivre. Pourquoi nous avons envie de nous lever le matin et de vivre les journées qui commencent? On n'en sait rien, c'est une grâce merveilleuse. Nous pourrions être contraints de rester dans le lit, pétrifiés par la dépression, la mélancolie, etc. Et non, nous avons envie de vivre la journée qui vient. Donc cette chose qui me fascine et sur quoi je travaille depuis toujours, elle trouve sa manifestation la plus brûlante, son acmé, dans le désir sensuel, dans le désir charnel. Donc c'est ce lien entre les deux, en effet, que je fais et qui m'intéresse. Et là, si je refais l'histoire de l'amour, je m'aperçois que le désir sensuel a toujours été dévalué. C'est-à-dire qu'on le considérait soit comme un péché, c'est toute la version chrétienne du désir sensuel. Il y a quand même, le mariage chrétien a eu beaucoup d'avantages, il a mis en avant l'amour, il a mis en avant le consentement, etc. Mais il y a quelque chose de terrible dans la chrétienté, c'est la dévaluation absolue du sexe. Saint Paul dit... puisqu'ils doivent Saint Paul dit, plutôt que de brûler, qu'ils se marient. Oui. Mais il vaudrait mieux ne pas se marier. Oui. Hein, l'option de la virginité, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant d'après Saint Paul. Et puis l'amour physique ne doit avoir lieu que dans le cadre très strict de la procréation. Voilà. Donc d'évaluation du désir comme péché. Ensuite, on en arrive finalement au 19e, 20e, où le désir est considéré comme une pulsion. Alors vous savez, la pulsion, c'est l'instinct, quoi. C'est quelque chose qui nous déborde, qui est entièrement physique et physiologique, et puis c'est tout. Et alors là, je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes au point où il faut réévaluer le désir et considérer dans le désir tout ce qu'il a de profondément humain, de profondément civilisé, de profondément développé, qui n'empêche pas sa sauvagerie, mais qui est une dimension humaine extraordinaire. Mais est-ce que tout cela n'a pas été fait au XVIIIe siècle ? Il y a 1000 romans, c'est nous, Français, qui forgeons le mot de libertinage. Est-ce que tout ça n'a pas été fait au XVIIIe siècle et parfaitement décrit? Il me semble que c'est l'un des siècles dans lequel on a le mieux décrit le désir. Oui, mais vous voyez que là encore, comme on l'a toujours fait, on distingue le désir de l'amour. Le désir du libertin, c'est la pulsion. C'est ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, mais qui n'a pas de rapport avec l'amour. Et qui existe toujours, c'est toujours une option, le libertinage. C'est toujours une option, ça leur restera sans doute très longtemps, mais c'est l'option, on vit la pulsion ailleurs que dans le couple. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, selon moi, c'est qu'on réconcilie l'amour et le désir, parce que le désir est une valeur. Allons un peu plus loin. Restons quelques instants sur ce mariage chrétien. Donc, dans le dogme, qui a pour but, on l'a dit, la reproduction. Or, nous vivons aujourd'hui à un moment très particulier de l'histoire, durant lequel les femmes, finalement, pour pouvoir
avoir une descendance n'ont plus véritablement besoin des hommes. La technique peut, d'une certaine façon, s'en charger. On va vers ça. Est-ce que ça ne change pas considérablement tout le mécanisme ? Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous faisons surtout, c'est que nous pouvons délier, ça fait un petit moment maintenant, nous pouvons délier la reproduction, le fait d'avoir des enfants, et la sexualité. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut pas tellement. On n'est pas encore tout à fait au moment où on peut faire des enfants sans sexualité. Non. Mais en revanche, on en est déjà tout à fait au point où la sexualité n'a plus de visée procréative. Elle peut en avoir une, mais ça n'est qu'une des possibilités de la sexualité qui est beaucoup plus large, qui est une relation entre hommes et femmes qui n'a pas de lien nécessaire avec la sexualité. Ça, c'est les humains. C'est ce qui distingue justement le désir de la pulsion. On ne fait pas l'amour pour se reproduire, on fait l'amour pour de toute autre raison. On fait l'amour comme une façon d'être en relation avec l'autre. Une façon très belle, très brûlante, très, très complète d'être en relation avec l'autre. Oui, mais alors votre amour-désir, votre amour électif, etc., le problème c'est que ça ne dure pas longtemps, puisqu'on associe l'amour au désir, que le désir, par définition, n'est pas pérenne. Donc ça ne marche pas longtemps, le concept. Alors que le mariage... Ça ne marche pas très longtemps. Alors que le mariage chrétien, ça marchait. Oui, ça marchait. Je vous dis ça par provocation. Je pense, parce que vous ne connaissiez pas ma grand-mère, qui est restée mariée toute sa vie et qui était bien triste. Ben oui. Mais je crois que ce qui se passe justement aujourd'hui, c'est que, et c'est là que nous en revenons au départ de notre conversation, c'est que précisément parce que nous avons inclus le désir dans l'amour, que ça fait tout un, et qu'il y a en effet ce problème des temporalités asynchrones du désir et de l'amour, puisque finalement, on peut aimer quelqu'un toute sa vie. Rien ne s'y oppose. Quelqu'un qu'on a aimé un jour et qu'on a vraiment aimé, on peut continuer à l'aimer fort longtemps. En revanche, le désir, lui, c'est comme ça, j'y peux rien, je le regrette. Le désir est lié à la nouveauté, à la découverte, à la surprise, ce que vous citiez tout à l'heure de Casanova. Donc cette temporalité du désir vient contrarier le temps long de l'amour. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en est accommodé longtemps, visiblement, tout le 19e siècle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On a tendance à... Enfin, le couple s'arrête, le couple se défait, se délie pour se reconstituer une autre fois. C'est pour ça que nous devenons ce que j'ai appelé, comme vous le disiez, des polygames lents, c'est-à-dire que nous sommes conduits dans nos existences à former plusieurs couples. Alors là aussi, pas de consumérisme. Je ne parle pas de couples qui changent tous les 6 mois, là c'est une autre question. Mais nous formons des couples qui durent 3 ans, 4 ans, 10 ans, et puis se défont et nous en reconstituons d'autres. Là, je ne milite pas, je constate. Je constate les faits, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et j'essaye d'en tirer des conclusions. Et j'essaye plutôt de remonter à la source de ce qui fait que nous sommes devenus des polygames lents. Mais est-ce que nous ne nous illusionnons pas en passant d'un désir à l'autre ? Que recherchons-nous au fond ? Si ce n'est l'amour. Or, la voie d'accès à l'amour n'est pas le désir. Mais parce que vous distinguez l'amour et le désir à nouveau, ce que moi je ne fais pas. Moi je dis que l'amour inclut toutes les dimensions, y compris celle du désir. Et c'est ça l'amour nouveau, c'est ça le nouveau nom de l'amour. C'est cet amour qui inclut... C'est l'amour-désir, oui. C'est l'amour qui inclut toutes les dimensions. Alors j'aurais pu l'appeler autrement. D'ailleurs, ça s'appellera toujours l'amour. Un jour, on reviendra à l'idée de l'amour. Sauf qu'aujourd'hui, on est obligé, je me sens obligée de dire amour-désir pour dire attention, il y a un élément nouveau dans cet amour. Un élément valorisé, nouveau dans cet amour, et c'est le désir. Mais nouveau, quand vous dites nouveau, vous voulez dire contemporain ? Absolument contemporain. Parce que ça, je crois que c'est un phénomène qui est en cours depuis les années 70. C'est une modification très profonde de la société qui est liée à, d'une part, la libération sexuelle, mais qui est liée aussi à l'émancipation des femmes. Alors voilà. C'est à cela que je voulais en venir. Arrivons donc vraiment au XXIe siècle, le siècle, dites-vous, de la révolution féministe. Et on va encore aller plus loin, puisqu'on verra tout à l'heure que l'amour-désir tel que vous le concevez, c'est un amour féministe, dites-vous. Et ça, c'est absolument captivant. Alors, dans un dialogue avec Gabriel, que je vais citer à propos de cette révolution féministe, vous écrivez... Et là, vraiment, on est au cœur de votre sujet. Je ne l'appellerai pas
révolution, mais plutôt évolution, c'est-à-dire processus à diffusion lente. Et ce qui me paraît aussi important que la prise de parole féminine, c'est que les hommes ordinaires, vous précisez, ni violeurs, ni harceleurs, et on vous en remercie, ont découvert ce qu'était la vie des femmes et la violence sous-jacente de certains comportements qui leur semblaient naturels. Et cette prise de conscience n'en finira plus de transformer nos manières de vivre ensemble. Donc, la révolution féministe, elle est même le véhicule de cet amour-désir, parce que les hommes prennent conscience, en écoutant la parole des femmes se libérer, ils prennent conscience de ce qui a pu se passer pour les femmes au cours de l'histoire et de ce qui se passe dans leur vie de tous les jours. Absolument. Et donc ça les met, ça engage à l'altérité. C'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne peut pas y avoir d'amour sans une relative égalité. Pour que l'amour soit plein, soit entier, soit réjouissant, il faut qu'il y ait égalité des deux. Et d'ailleurs, Octavio Paz, qui a écrit La Flamme double, qui est une histoire de l'amour très belle aussi en Occident, montre bien que la possibilité de l'amour tel que l'amour électif, tel que nous le concevons aujourd'hui, est liée à la promotion des femmes déjà au XIIe siècle. Par parenthèse, relisons Tristan et Iseut. Dans Tristan et Iseut a une intelligence, a une finesse, une ruse qui est la même que celle de Tristan. Il y a cette nécessité de l'égalité entre les deux pour que l'amour puisse se développer. Donc le XXe siècle, c'est le siècle de la révolution féministe, pas le XXIe, contrairement à ce que certaines jeunes femmes peuvent croire aujourd'hui. C'est le XXe siècle qui voit vraiment la progression de l'idée féministe et la mise en œuvre. Puisque jusqu'à la fin du XXe siècle, toutes les lois sont devenues égalitaires. C'est quand même énorme ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous ? Et c'est là que j'évoquais cette nouvelle façon de considérer les rapports hommes-femmes. Aujourd'hui, je crois qu'après que toutes les lois sont devenues égalitaires, il nous reste à transformer la relation entre les hommes et les femmes. Et ces derniers temps, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, cette prise de parole féminine, je crois qu'un des bénéfices, c'est pas seulement que la honte ait changé de camp ou que les femmes soient maintenant conduites à dire ce qu'elles ont vécu, mais un des points qui me paraît très important, c'est que les hommes ont entendu ce que c'était que de vivre dans la peau d'une femme. Oui, et ce que c'était que de subir continuellement, en effet, ces regards, ces appels, en fait, tout ce que vous voulez, sans aller jusqu'au harcèlement ou au viol, qui sont la partie la plus violente, en effet, de ces relations. Mais et en même temps la plus criminelle. Et la plus criminelle, et on le dit, bien sûr. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que vivre dans la peau d'une femme, aujourd'hui, ça reste compliqué. Par exemple, on a peur. Le fait de la peur, c'est un événement absolument incroyable. Le fait de prendre conscience que nous avons très souvent peur, que nous nous interdisons toute une série de choses, sortir seul, aller marcher seul, partir en vacances seul. Et voilà, donc cette prise de conscience que ça n'est pas normal, elle est tout à fait contemporaine et c'est ce qui aujourd'hui est à changer, si vous voulez. Les jeunes femmes ne veulent plus avoir peur. Donc voilà, il y a une vraie modification de la relation des hommes et des femmes qui est en cours, et plus elle sera affirmée, plus on sera dans l'amour-désir. Alors si l'on est dans l'amour-désir, on est naturellement, si j'ose dire, dans la fidélité. Ponctuellement, oui. Il me semble... c'est votre ponctuellement, alors qu'il me plaît plus du tout. Alors. Vous avez raison, c'est parce que je me suis mal exprimée. Je veux dire que pendant le temps de l'amour-désir, il me semble... Là, je ne fais que des hypothèses psychologiques. Il me semble que quand on est dans le grand amour, l'amour-désir, on n'a pas tellement envie d'aller chercher ailleurs notre plaisir. On devient un peu monomaniaque. On ne voit que la personne avec laquelle on est dans cet amour-désir et c'est elle qui nous occupe en permanence. Alors le problème, c'est le temps. C'est qu'avec le temps, ce désir devenant de moins en moins violent, peut-être qu'on peut se mettre à regarder ailleurs. C'est fatal. Pourquoi le désir ne durerait-il pas ? Vous allez dire que je suis un idéaliste de bac à sable, mais après tout... Je n'en sais rien, cher ami. Je n'en sais rien. Il se trouve qu'il ne dure pas. Là aussi, je ne fais pas de... Je veux dire, je ne défends rien. Oui, bien sûr. Observons autour de nous, pour ne pas parler de nous-mêmes, le désir est fugitif. Et je n'y peux rien, je ne sais pas pourquoi. Probablement, encore une fois, parce que c'est lié à cette nature du désir qui est quand même soumis à la surprise, à la découverte, à la nouveauté.
Ceci étant dit, vous dites et vous écrivez que l'adultère est une notion qui est définitivement périmée. Je vous cite, « De toute façon, selon plusieurs études, la fidélité est considérée comme une exigence majeure chez les jeunes couples. » Nous allons y revenir. C'est même étonnant à quel point ils y attachent d'importance. C'est dans le dialogue que vous menez avec Gabriel. Hein. Ce sont des extraits dont je me fais l'écho. Ils font la fête dans tous les sens pendant un temps, et là, pas de limite, partenaires multiples, histoire d'un soir, etc. Puis, quand ils se mettent en couple, fidélité absolue, pire que mes arrière-grands-parents. La volonté narcissique d'être l'unique, peut-être ? Gabriel réfléchit, puis « Tu sais, tu m'as convaincu, l'adultère est une notion définitivement périmée depuis l'instauration du divorce, et je te suis quand tu dis que l'infidélité devait être résolue par la polygamie lente qui répond au besoin de renouveler l'amour vif. » Alors, définissons quand même ce que vous appelez polygamie lente. Oui, alors d'abord, pour revenir à votre remarque précédente, l'adultère, là aussi, ça n'est pas moi qui ai décidé que l'adultère était périmé. On ne parle plus d'adultère. Non, c'est vrai. Ça n'existe plus et ça n'est plus une des causes du divorce. Ça n'est plus le vocabulaire que nous employons. Donc il y a quelque chose là qui est très intéressant. L'adultère disparaît en même temps, je veux dire, dans synchrone avec le fait qu'on invente le divorce, très tardivement. 1884, c'est quand même hier. Donc on a passé tant de siècles avec l'impossibilité de se séparer, c'est le mariage chrétien, et ensuite le mariage civil, et maintenant, en 1884, on invente le divorce. Et comme par hasard, c'est la disparition, disparaît à ce moment-là la notion d'adultère. Les grands romans d'adultère, c'est avant. Ils viennent s'écrire dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. Hein, c'est Anna Karénine, c'est Madame Bovary. Dans ce XIXe siècle, oui. Ils s'écrivent comme si c'était baroud d'honneur. Vous savez, tout à coup, on fait des grands romans d'adultère et puis parce que ça va disparaître. Pourquoi ça disparaît ? Puisqu'on peut se séparer, puisqu'on peut divorcer, on est en route vers l'amour-désir en réalité. Puisqu'on peut se séparer, pourquoi tromper ? On peut renouveler le couple et renouveler ainsi le désir et l'amour. Donc cette notion-là disparaît. J'ai oublié la deuxième partie de votre question. La deuxième partie, c'est précisément la polygamie lente. Pourquoi lente ? C'est une blague. Bien sûr, mais j'ai bien compris, mais je voudrais que ce soit défini pour ceux qui nous regardent. Parce que j'ai trouvé cette expression amusante pour décrire un phénomène social qui est le fait que nous formons des couples successifs. Donc, en réalité, il faudrait dire polygamie successive. Depuis cette monogamie originelle qui a été instaurée par le mariage chrétien, nous en sommes passés, grâce au divorce, si je puis dire, aux couples qui se renouvellent, qui se reconstituent. Donc 2, 3, 4 couples dans une existence. Donc nous sommes des polygames, mais non pas des polygames parce que nous aimerions en même temps plusieurs personnes, mais parce que nous aimons successivement plusieurs personnes. Je trouvais que ce phénomène n'a jamais été décrit de façon synthétique et il me semble que l'expression polygamie lente le permet. Qu'il était temps d'y venir. Alors, sur cette notion d'amour-désir pour laquelle, on l'a bien compris, vous militez, je voudrais vous lire. Je voudrais donc revenir à présent sur ce qui me paraît être en train de se dessiner dans le couple après la charité et l'amour romantique, cette troisième forme d'amour que j'appelle amour-désir. Contrairement à la passion, il n'est pas asocial, bien qu'il inclue le désir dans sa trame même, ce qui certes fragilise la durée du lien et fait de nous des polygames lents, mais augmente l'intensité de l'existence. L'intensité, maître mot. Enfin, écoutez, s'il y a fin du désir, que nous devenons des polygames lents et que nous allons encore une fois, nous illusionner sur un autre désir qui lui-même va finir, je vois mal où est l'intensité. Eh ben voilà, parce que vous êtes un homme d'un autre temps, excusez-moi. Ben voilà autre chose maintenant. Mais pas du tout, pas du tout. Non, parce que vous considérez, et c'est ça que j'ai appelé, nous en avons parlé au tout début, le divorce entre les pratiques et les représentations. Nos représentations sont toujours attachées à l'idée de la pérennité. Donc à partir du moment où quelque chose s'arrête, ça aurait moins de prix
Pourquoi ? Quand nous entrons dans des grandes relations d'amitié, nous ne nous posons pas la question de la fin de l'amitié. Ça nous paraît merveilleux, nous sommes très heureux, nous aimons l'autre d'amitié, et nous ne nous disons pas « Ah, mais ça pourrait s'arrêter ». Et pourtant, ça peut s'arrêter aussi. Oui, vous dites une chose qui est très jolie. Vous dites quand on dit à quelqu'un « je t'aime pour toujours », on n'a aucun sens de la durée de cet amour, mais ce que l'on veut dire par là, c'est « je t'aime intensément ». Exactement. Oui. Le toujours du « je t'aime pour toujours », évidemment, ça n'est pas un engagement, et aujourd'hui moins que jamais, ça n'est pas un engagement pour toujours. C'est en réalité aujourd'hui, je t'aime tant que je crois que je t'aimerai toujours. Oui. Mais je crois que c'est ça le maître mot, véritablement l'intensité. Oui. En fait, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'intensité qu'on attend de la relation amoureuse. Et ça, que l'intensité soit devenue à ce point désirable, ça, c'est une nouveauté, je dirais. Je crois que sur le toujours, je suis radicalement pas d'accord avec vous, mais je trouve que votre remarque est remarquablement intelligente. Je poursuis. J'aurais pu le désigner, cet amour-désir, simplement du vieux terme d'éros, signifiant l'amour total, puisque selon mon acception, éros contient philia et le désir, sachant que d'être unis, ces deux dimensions créent un sentiment plus vaste, irréductible à leur simple addition. Si je propose de nommer la nouvelle forme de l'amour, amour-désir, mot composé comme l'est le riche sentiment que je décris, c'est que dans l'usage courant d'éros, dans lequel on entend érotique, plus ou moins solaire, renvoie généralement au seul désir charnel, et je ne voudrais pas qu'on me mésentende. Je dis que philia est, EST, du verbe être, est, éros, diminué de la sensualité, mais la sensualité sans l'affect est aussi une réduction d'éros. Là, vous allez très loin sur l'éros, c'est-à-dire que vous mettez de l'affect dans éros. C'est l'amour. Là, c'est votre militantisme, votre concept d'amour-désir. Tout en reconnaissant la force et le plaisir du jeu charnel, je le crois une version restreinte et éphémère du lien qui peut unir deux personnes. L'amour-désir est la forme la plus ample, la plus accomplie du sentiment amoureux, celle qui correspond à la réalité profonde de notre nature. Nous traversons le monde comme des corps-esprits, ces deux dimensions jamais dissociées en nous. En somme, je vous traduis, l'esprit pour l'amour, le corps pour le désir. Enfin, c'est pas ce que je dis. Hein. Non. Justement, je dis que c'est indissociable. Là, oui, non, mais bien sûr. Je suis bien obligée de repasser par les concepts qui ont cours. Oui, mais je les conteste, parce que ce sont toujours des dissociations de ce qui devrait être uni. Mais je voudrais juste préciser une chose sur mon militantisme. Oui. Entendons-nous bien, le fait qu'on soit passé à ce que j'appelle l'amour-désir, à la polygamie lente, qui est la manifestation de l'amour-désir, ça, c'est pas du militantisme, c'est mon constat. C'est de là que je pars, c'est de là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Donc là, juste constat sociologique quasiment. Non, votre militantisme est dans le désir. C'est sur la place du désir. Absolument. Je crois, et quand je dis militantisme, là aussi, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire, je constate et je défends. Mais je constate que le désir est devenu une valeur. Ça, c'est tout le travail du XXe siècle. C'est la psychanalyse, c'est la libération des femmes. Le désir est devenu une valeur et non plus l'objet d'un mépris ou un mouvement de l'humain qu'on tenait de côté. Donc là où je milite, si vous voulez, c'est pour qu'on reconnaisse, qu'on admette que le désir est devenu une valeur. Mais je ne milite pas pour qu'il soit de fait dans nos vies. Je milite pour que dans nos conceptions, nous reconnaissions que le désir est une valeur. Et pas n'importe quel désir, encore une fois, pas le désir du libertin, qui est le désir du corps pur, mais le désir complet, le désir amour. L'amour-désir. Et ça va très loin. Ça va très loin, puisque vous dites, et c'est tout votre engagement et tout votre militantisme, vous écrivez l'amour-désir et reconnaissance et assomption de l'altérité, il n'enlève rien à l'autre, ne le dépouille ni ne le diminue, et le plaisir réciproque lui confère une beauté supplémentaire, ce désir en acte et création commune, comme une danse partagée, une œuvre à quatre mains, deux voix, deux corps, un accroissement de l'être. Et vous écrivez, et c'est en lien avec la première phrase, l'amour, désir et reconnaissance et assomption de l'altérité, vous écrivez, l'amour, désir est féministe. Oui.
Et c'est ça tout votre militantisme est d'une certaine façon, celui-là en tous les cas, resserré dans cette phrase. Absolument, parce que je crois d'abord, ma conception du désir, ça n'est pas la première fois que je le développe, je l'ai fait dans d'autres livres, mais ma conception du désir, c'est vraiment le désir comme mise en relation de deux altérités et fabrication de cette œuvre commune qui est la relation. Donc, on ne peut pas le développer maintenant, mais ma conception de l'amour-désir, c'est vraiment une conception haute. Ma conception du désir, c'est une conception très haute de la relation entre deux personnes, d'une part. Et d'autre part, pourquoi féministe? Parce que je crois, et ça aussi je le défends beaucoup en ce moment, parce que je crois que dans le désir, dans le grand désir, la femme et l'homme sont équivalents. Et du reste, je ne pense pas qu'il y ait tellement de problèmes actuellement dans le lit entre les hommes et les femmes. C'est pas là que se passe l'inégalité entre hommes et femmes. C'est pas dans le lit, c'est pas dans le jeu charnel, c'est pas dans le jeu amoureux, c'est avant. Dans la rencontre, dans la société, dans la façon dont nous nous rencontrons. Où là, les femmes ne sont pas encore les sujets expressifs de leur désir. Mais dans le lit, je ne crois pas qu'il y ait tellement de problèmes. Évidemment, je n'y suis pas dans tous les lits, donc je m'avance un peu. Mais je crois que ce n'est pas là qu'il y a vraiment le problème. Quand les femmes sauront exprimer et vivre souverainement tous leurs désirs, quand les hommes auront tous adopté une masculinité douce et ouverte, alors l'amour-désir qui exige pour s'épanouir entière réciprocité et reconnaissance mutuelle sera vraiment l'amour des temps d'égalité. Donc là, on comprend beaucoup mieux encore pourquoi vous dites que cet amour-désir est profondément féministe et pourquoi vous militez pour cet amour-désir qu'on appellera dans le futur sans doute amour. On y reviendra, puisqu'il sera ou amour électif, ou voilà. Mais vous ne voulez plus qu'amour et désir puissent être dissociés. Vous dites, voilà, moi ce que j'ai observé, c'est que, et à partir de là, et à partir de ce moment précis, quand les deux seront réunis, alors l'altérité, ce sera la condition de l'altérité, ce qui se passera entre les hommes et les femmes, eh bien, voilà, ce sera vraiment sera vraiment l'amour du temps d'égalité. Voilà. Ben écoutez, je trouve que c'est absolument ambitieux de voir le désir, de remettre le désir en place au sein même de l'amour. Donc vous ne voulez plus du tout entendre parler, par exemple, d'un mariage qui ne serait que d'intérêt, puisqu'aujourd'hui il existe encore dans certaines familles. Oui, pas tellement, vous savez. Pas tellement. Depuis la fin du 19e siècle, regardez tout le théâtre de Feydeau, La Biche, etc. C'est un théâtre de boulevard, un théâtre populaire qui moque les mariages arrangés. Ça, c'est vraiment terminé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore des questions d'intérêt ou des questions sociales. L'homogamie, le fait de se marier dans la même classe sociale, ça continue absolument d'exister. Vous l'expliquez très bien, oui. Oui, bien sûr, il ne faut pas être naïf, mais toutefois, ça n'est pas le fondement du mariage. Il se trouve peut-être même d'ailleurs à leur insu que les gens se marient dans la même classe sociale, ça c'est évident. Mais en tout cas, ils ne disent pas qu'ils se marient parce que l'autre est de la même classe sociale. Vous voyez, la considération d'intérêt, si vous voulez, n'est jamais mise en avant dans le discours. Or, vous avez vu que je travaille constamment sur les représentations et pas seulement sur les faits, si vous voulez. D'où l'usage que je fais, le grand usage que je fais de la littérature, dans ce livre, parce que la littérature, c'est vraiment le réservoir de nos rêves. Or, l'amour est un rêve. L'amour est pensé, rêvé, désiré, et la littérature, selon les époques, restitue bien cette dimension de notre rêverie amoureuse. Vous consacrez tout un chapitre à l'érotisme, dont vous dites... finalement, qu'est-ce que l'érotisme ? Je vous résume d'une phrase si tant est que cela soit possible, c'est un langage. Oui, je pense que, pareillement, on pense, dans la vision dévalorisée du désir, on le conçoit comme une espèce donc de pulsion, comme notre côté animal. J'entends toujours dire, finalement, on est comme les souris, finalement, on est comme les chiens. Ce qui est une aberration absolue. Les souris et les chiens font l'amour pour se reproduire. Ils le font de façon brève, ils n'ont inventé aucun langage pour cela, c'est mécanique, c'est à certaines périodes, etc. Ça n'a rien à voir avec l'amour humain. L'amour humain est lié à cette chose extraordinaire que nous possédons, c'est un cerveau très développé et un cerveau qui nous permet d'inventer constamment notre vie, notre existence,
et le désir. Donc le désir, c'est une activité civilisée par excellence. Voyez toutes les pratiques inutiles du désir amoureux, de ce langage. Tout ce que nous faisons n'est évidemment pas lié à la reproduction. C'est lié au plaisir que nous en tirons, c'est lié à l'attention que nous portons à l'autre, au désir de lui faire plaisir, etc. etc. Donc si vous voulez, je distingue absolument la dimension soi-disant bestiale de la sexualité. Elle peut être sauvage, encore une fois. Elle fait appel à nous dans des choses très profondes, très immaîtrisables, constamment immaîtrisables. Mais le langage que nous inventons pour exprimer toutes ces dimensions de notre être est d'une rare sophistication. Et puis pensez au désir homosexuel. Si on faisait l'amour pour se reproduire, alors le désir homosexuel, ce serait quoi? Une aberration, absolument. Une perversion, enfin... Ce que, heureusement, plus personne ne pense. Heureusement, heureusement. Mais ça va, encore une fois, ça va mieux en le disant. Lacan disait « l'amour est l'art de dire ». Est-ce que vous êtes proche de cela, quand vous entendez cette phrase ? Parce qu'il disait aussi l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Hein. Oui. Donc, écoutez, pour rester audible et simple, je dirais qu'en effet, oui, l'amour est l'art de dire parce que l'amour passe par la verbalisation. Et par la verbalisation de son désir, non ? Bien sûr, nous disons... Ça fait partie du plaisir de l'amour que d'être dit. Vous savez, Louise Labbé disait en substance « Le plus grand plaisir qu'ont deux amants, c'est de parler le lendemain de ce qu'ils ont fait dans la nuit. » Donc nous aimons mettre en mots cet amour, ce désir. Nous aimons nous raconter. Combien de fois se raconte-t-on la rencontre, hein, dans les couples amoureux? Absolument. Combien de fois nous en venons à nous raconter « Tu te souviens, et alors tu m'as dit, et alors j'ai fait, etc. » Bref, il y a le plaisir du verbe, le plaisir de la verbalisation. Encore une fois, un plaisir hautement civilisé, fait partie constituante de l'amour-désir. De l'amour-désir. Alors écoutez, si vous voulez tout savoir sur l'amour, tout savoir sur le désir, les deux ne faisant plus qu'un pour Belinda Cannon, vous lirez avec beaucoup de plaisir le nouveau nom de l'amour. C'est publié chez Stock. J'étais, chère Belinda, absolument ravi de vous recevoir et je conseille à tous ceux qui vont s'interroger sur leur couple, sur leur désir, sur leur amour et qui veulent en savoir plus, de vous lire de près. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.